we're here to interview French President Emmanuel Macron on the coronavirus pandemic and on what comes after. Europe and the rest of the world are confronting the trauma of this disease, and they're wondering how to restart economies that have been plunged into deep recession, as well as how to rebuild relationships shaken by the crisis. Roula Khalaf, the Financial Times editor, will be on a video link from London, and I'm Victor Mallet, the Paris bureau chief, here at the Élysée Palace in Paris. Est-ce que vous ne pensez pas que le multilatéralisme et la mondialisation ont été très affaiblis par cette crise? Moi, je ne suis pas aussi sceptique. Je pense que c'est une chance pour le multilatéralisme. Parce que le multilatéralisme a peut-être besoin d'une transformation de la mondialisation et elle est peut-être en train de s'opérer. Quand je regarde ce qu'on vit depuis quelques années, tous ensemble, on vit une très grande crise d'abord du terrorisme. Il y a eu des menaces à travers le monde qui ont touché du continent, tous les continents. Il y a ensuite eu une transformation du phénomène migratoire qui a beaucoup déstabilisé les équilibres. Il y a eu ensuite un phénomène profondément nouveau qui a été, en tout cas dans son expression aussi forte, le phénomène climatique. On a le phénomène technologique. Et là, on a le phénomène sanitaire. Et on a vécu il y a 10 ans une crise économique qu'on pensait sans précédent avant de connaître celle-ci. Et tout ça nous montre qu'à chaque fois, nous sommes au fond très interdépendants. Simplement, la crise qu'on est en train de vivre, et c'est ce qui la rapproche de la crise écologique, c'est qu'elle remet l'humain au premier plan. C'est que personne ne s'est posé la question de savoir s'il fallait, pour sauver des vies, mettre des économies à l'arrêt. Et personne ne nous en pensait possible. Et ça, je crois que c'est un choc, je dirais, anthropologique, très profond. Et on a mis la moitié de la planète à l'arrêt pour sauver des vies. Il n'y a pas de précédent dans notre histoire. Donc ça aura des conséquences, moi, que je ne sais pas décrire, anthropologiques, très claires. Mais ça va changer la nature de la mondialisation. Ça va la changer. Avec des vraies réussites, elle a éradiqué des totalitarismes, la chute du mur de Berlin il y a 30 ans, et avec du plus et du moins, elle a sorti des centaines de millions de gens de la pauvreté, mais elle a accru en particulier ces dernières années les inégalités dans les pays développés. Et cette mondialisation, on sentait bien qu'elle arrivait au bout de son cycle, parce qu'elle était en train de fragiliser la démocratie, je l'ai plusieurs fois dit, par les niveaux d'inégalité de nos pays. Parce que, et ça c'était le fruit de cette mondialisation, où au fond, le consommateur et le financier étaient les éléments forts. Je crois que ce choc qu'on est en train de vivre, après beaucoup d'autres, va nous obliger à repenser la mondialisation. Il va nous obliger à repenser les termes de la souveraineté. On a vu qu'on avait besoin de maîtriser des choses qui, parfois, pensait-on, n'avaient pas de valeur. On pensait qu'un masque ou une surblouse, ça n'avait pas de valeur dans la mondialisation, sur le plan marchand. Ça a une valeur pour protéger les soignants. On l'a découvert, cette crise. Ça vaut 40 centimes, même pas d'euros. Mais ça a énormément de valeur quand on en manque et qu'on ne sait plus en produire. Elle remet ensuite l'humain au cœur. On voit bien que l'économique n'a plus le primat. Et donc, quand il s'agit de notre humanité, les femmes et les hommes, mais aussi les écosystèmes dans lesquels ils vivent, et donc le CO2 émis, le degré de réchauffement, la biodiversité, il y a quelque chose de supérieur à l'ordre économique. Et en même temps, on est en train de comprendre que nous sommes interdépendants. C'est aussi ça ce qu'on dans cette crise. Et je crois que ça nous oblige à revoir la grammaire du multilatéralisme. Le multilatéralisme, il était menacé parce qu'il était en fait à la main d'hégémonie, ou en tout cas de puissance qui ne voulait plus jouer son jeu parce qu'elle n'en voyait plus l'intérêt. Quand l'ordre de la mondialisation redevient celui d'une interdépendance, où on est en train de comprendre qu'il y a des choses qui relèvent de la souveraineté, et donc des États, pas d'autres puissances, et qu'il y a en même temps des choses qui sont irréductibles aux États, mais qui relèvent du bien commun, l'éducation, la santé, le climat, la biodiversité, vous avez la grammaire fondamentale de quelque chose qui oblige les puissances à coopérer. Donc moi je pense qu'il y aura des changements anthropologiques que je ne sais pas décrire, et je le dis avec beaucoup d'humilité, mais ils seront profonds, j'en suis sûr. Mais on est en train de redécouvrir qu'il y a des éléments de souveraineté, qu'il y a des éléments d'autonomie stratégique, sans doute souveraineté nationale,
autonomie stratégique régionale et qu'il y a des éléments d'interdépendance mondiaux qui obligent à recomposer une vraie gouvernance et donc un multilatéralisme. Multilatéralisme sanitaire, multilatéralisme politique, la paix, la trêve. C'est pour ça qu'on a beaucoup poussé pour avoir ce P5, on va peut-être en reparler la semaine prochaine. Et puis un multilatéralisme aussi, que j'espère on arrivera à repenser sur les sujets climatiques, commerciaux et autres. Donc je ne suis pas aussi pessimiste que vous. Le multilatéralisme a toujours vécu ses grandes heures au sortir des grandes guerres mondiales, et je pense qu'on est en train de vivre un grand choc mondial. Donc je pense qu'il y aura... C'est le moment où on doit recomposer quelque chose du multilatéralisme. C'est vrai que les démocraties en Occident ont apparu les plus vulnérables, les moins préparées. L'Europe, les États-Unis, par exemple. Ça ne va pas donner raison à ceux qui disent que les systèmes autoritaires sont les mieux pour gérer des crises existentielles. Vous ne pouvez pas comparer la situation de la France, de l'Allemagne, de l'Italie avec celle de la Chine ou de la Russie, c'est une évidence. Et la transparence qu'il y a, l'immédiateté de cette information n'a juste rien à voir. Les réseaux ne sont pas libres dans ces pays. Vous n'avez pas de réseaux sociaux. Vous ne savez pas ce qui s'y passe, vraiment. Moi, je les respecte. Je ne suis pas en train de dire que la Chine doit forcément finir par ressembler aux États-Unis ou à la France. Mais je dis, compte tenu de ces différences, des choix qui sont faits et de ce qu'est la Chine aujourd'hui, et que je respecte, n'ayons pas non plus une espèce de naïveté qui consiste à dire c'est beaucoup plus fort. On ne sait pas. Et il y a manifestement des choses qui se sont passées qu'on ne sait pas. Il appartient à la Chine de les dire. C'est une très grande puissance, elle a une très grande recherche, moi j'ai beaucoup de respect, on coopère là-dessus, mais je ne veux pas comparer la gestion de crise dans ces différentes zones géographiques parce qu'elle n'a rien à voir. Oui, cette question de solidarité avec l'Italie et l'Espagne est très importante. Oui. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu vraiment En fait, il y a eu une manque de solidarité au début avec les équipements sanitaires, mais maintenant, plus important, je crois, c'est la question de solidarité économique et financière. Qu'est-ce qu'on doit faire avec... D'abord, sur le plan sanitaire, vous avez raison, on était tous sous stress des matériaux qui ne sont pas produits chez nous, et donc on a tous été... C'était très dur d'aider l'Italie quand le choc arrivait sur le plan des matériels, parce qu'on en manquait tous. Alors, on en a fait des gestes. Hein. Nous, on a livré plusieurs millions de masques aux Italiens, on s'est engagé, moi je livrerai des respirateurs, et donc on a eu la solidarité. Moi, je m'enorgueillis que la France n'ait pas fermé sa frontière avec l'Italie. À aucun moment, nous n'avons cédé à cela, ce que d'autres ont fait, je le regrette. Parce que je considère que d'abord, ça ne sert à rien, et on doit cette solidarité au peuple italien. Mais au moment où le choc est arrivé en Lombardie d'abord, puis dans le reste de l'Italie, c'était très dur d'avoir... Il aurait fallu faire au fond à ce moment-là, mais c'est vrai que même l'Italie n'a pas pu l'organiser comme ça, un transfert de patients vers d'autres régions qui étaient moins touchées. Ce qu'on a d'ailleurs pu nous-mêmes faire quand on a vu ça, du Grand Est vers d'autres pays que j'ai pu remercier, le Luxembourg, la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne. Et donc ensuite, on s'est amélioré aussi sur la solidarité européenne. Je ne veux pas non plus, quand même, tout condamner. En première intention, il y a eu déjà un repli national. Trop de pays ont fermé leurs frontières et n'ont géré que de manière nationale. Ensuite, il y a quand même eu une solidarité sur le transfert de patients. La France en a bénéficié. Maintenant, on est au moment de vérité sur l'économique et le financier. Mais il est indispensable. Parce que nous sommes à un moment, il faut être clair, où, comme je l'ai dit plusieurs fois, le choc qu'on vit n'est pas un choc asymétrique qui est lié à la responsabilité d'un tel ou d'un tel. C'est une épidémie. Elle touche tout le monde. Et je dirais même qu'on a des externalités négatives de l'Italie ou de l'Espagne parce qu'on apprend de ce qu'ils ont fait. Ça se paye combien? Ça vaut combien? Ça vaut combien pour l'Allemagne, la Finlande, la France, le fait que la Lombardie ait été touchée plusieurs semaines avant et qu'on ait appris? Qu'ils ont fermé parce qu'ils ont été touchés. Ça vaut quelque chose. Mais derrière ça, c'est le fonctionnement même de l'Europe et de la zone euro. Aujourd'hui, nous fonctionnons en zone euro et en Union européenne sans respecter nos traités. Parce que nos traités, ils interdisent les aides d'État. Et aujourd'hui, le système, il fonctionne au fond comme s'il y avait des aides d'État. Parce que tous, nous sommes en train d'apporter des garanties à nos entreprises. Ces garanties, elles sont fondées sur la signature souveraine. Massive. Est-ce qu'aujourd'hui, la Grèce et l'Espagne peuvent apporter une garantie d'État qui est la même que l'Allemagne ou les Pays-Bas? Non. Non. Parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Distorsion.
Distorsion. C'est pas permis par les traités, normalement, cette affaire. Mais intellectuellement, c'est vrai ce que je suis en train de dire. On ne le présente jamais comme tel, mais c'est la vérité. Et donc, je mettrai la France du côté de l'Allemagne. Hein. Moi, j'ai je ne sais pas combien de dizaines de points de PIB, de basis points d'écart dans mon spread. Je peux apporter des garanties à mes entreprises, ce que je fais. La Grèce ne peut pas le faire autant, l'Espagne et l'Italie ne peuvent pas le faire autant. C'est pas juste. C'est une distorsion. Donc, déjà, aujourd'hui, j'ai un problème. Deuxièmement, demain, le choc qu'on est en train de vivre, est-ce que vous pensez très sincèrement qu'elles pourront l'absorber compte tenu de la situation de départ? Non. Et donc, on a besoin de transferts financiers et d'une solidarité, ne serait-ce que pour l'Europe tienne. Qu'est-ce qu'on fait, au fond, tous? Pour dire les mots dans des termes que les lecteurs du FT apprécieront, nous avons nationalisé les salaires et le PNL d'à peu près toutes nos entreprises. C'est ça ce qu'on fait. Toutes les économies, y compris les plus libérales, font ça. Donc c'est contre tous les dogmes, mais c'est ça. La politique, le chômage partiel, c'est la nationalisation des salaires. Pour pas que ça s'arrête et pour pas qu'on laisse évaporer les compétences. Tous les plans de garantie qu'on fait ou d'aide, le fonds de 50 milliards allemand ou le fonds de 20 milliards français pour les commerçants et autres, ça s'appelle une nationalisation du compte d'exploitation des commerçants et des entrepreneurs. C'est ce qu'on fait. Donc ça, c'est pour éviter l'évaporation, l'effondrement. Derrière, on aura un plan de sortie. Et sans doute un plan de relance, qui doit d'ailleurs être cohérent avec ce que je disais tout à l'heure, sur le plan écologique et sanitaire. Ça, c'est impossible de le laisser au niveau national. Impossible. Parce que ce n'est pas soutenable. Mais les Néerlandais et les Allemands ne sont pas prêts. Mais je pense que ils évoluent. Moi, j'ai un dialogue permanent avec Angela Merkel et Mark Rutte. Je pense qu'ils tiennent beaucoup à la notion d'aléa moral. Et je comprends. Ils disent certains pays ont fait des efforts, des réformes, d'autres non. On ne peut pas les traiter comme... Je ne suis pas en train de dire qu'il faut supprimer toutes les dettes du passé. Je dis juste que si aujourd'hui, on veut avoir une aventure commune, il faut avancer. Et à chaque fois qu'on a été dans ces moments-là dans l'histoire, quand on a dit « les gens qui ont fauté doivent payer », on s'est trompé. Je parle d'un pays qui, il y a 100 ans, a fait cette erreur. Il y a 100 ans, la France, au sortir de la Première Guerre mondiale, a dit « l'Allemagne paiera ». Erreur colossale, funeste. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a alimenté le populisme en Allemagne, la haine du reste de l'Europe, et 15 ans plus tard, c'est arrivé au pire. C'est l'erreur qu'on n'a pas faite au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. On a dit, il y a des dettes, plan Marshall. Plan Marshall, tout le monde en parle encore aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est juste le plan Marshall? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'hélicoptère-monnaie. Si, à ce moment-là de nos histoires, on ne le fait pas, il n'y aura plus d'aventure commune. Parce que si on ne sait pas faire ça aujourd'hui, je vous le dis, les populistes gagneront aujourd'hui, demain, après-demain, en Italie, en Espagne, peut-être en France et ailleurs. Et dans les pays qu'ils refusent aujourd'hui aussi. C'est évident, parce qu'ils diront, qu'est-ce que c'est que cette aventure que vous me proposez? Ces gens-là ne vous protègent pas quand vous allez à la crise, ils ne vous protègent pas le lendemain, ils n'ont aucune solidarité avec vous. Lorsque vous avez les migrants qui arrivent chez vous, ils vous proposent de les garder. Lorsque vous avez l'épidémie qui arrive chez vous, ils vous proposent de la gérer. Donc, ils sont sympathiques, au fond. Ils sont pour l'Europe quand il s'agit d'exporter vers chez vous les biens qu'ils produisent. Ils sont pour l'Europe quand il s'agit d'avoir votre main-d'œuvre bas marché et de produire les équipements de voitures qu'on ne fait plus dans nos pays. Mais ils ne sont pas pour l'Europe quand il faut mutualiser. Ça n'existe pas. C'est ça la réalité. Donc, nous sommes à un moment de vérité qui consiste à savoir si l'Union européenne est un projet politique ou un projet de marché, uniquement. Moi, je pense que c'est un projet politique. Quand c'est un projet politique, d'abord, l'humain est au premier chef, il y a des notions de solidarité qui se jouent. Et y compris, ensuite, l'économie en procède. N'oublions jamais que l'économie est une science morale. Mais quand tout explose, votre PNL, il explose avec. C'est ce qu'on est en train de vivre. Si on n'y va pas, il y a un vrai risque de l'effondrement de la zone euro. Oui. Ben oui, il faut être clair. Et de l'Europe et de l'idée européenne. Je ne sais pas par quoi ça commencera, mais c'est évident. C'est évident. Nous sommes en train de vivre dans ce qui était, il y a 6 mois, l'impensable. Penser qu'on en sortira ou qu'on trouvera les solutions avec nos habitudes passées, je pense, est une distorsion cognitive. Je ne sais pas dire comment terminera cette crise sur le plan sanitaire, je le dis avec beaucoup d'humilité, quand elle terminera, et quelles seront ses conséquences, y compris psychologiques sur nos pays, et anthropologiques. Comment allons-nous sortir de cela? Dans le rapport à l'autre, dans la société, dans le rapport au monde. Est-ce que
ce nomade qui était devenu l'être humain du 21e siècle. Imaginez, vous avez 1,5 milliard de personnes qui voyagent chaque année. 1,5 milliard de personnes. L'humanité n'avait jamais produit ça. Et on était dans une humanité où il y avait une diffusion permanente de l'information partout, où 1,5 milliard d'habitants au moins étaient en train de circuler en permanence, et où tout s'est changé. Et d'un seul coup, vous rentrez dans une humanité où on fragmente, où ce qui ne valait rien et qui était produit en milliards n'arrive plus chez vous, où ce que vous pensiez ne rien valoir devient rare et doit être reproduit sur votre sol, et où les gens on dit aux gens ne vous déplacez même plus pour aller, comme dirait l'autre, de l'autre côté de la rue. C'est un changement profond. Donc on va en sortir différent. Monsieur le Président, vous ne craignez pas que le virus et la crise dont on vit influencera négativement l'agenda pour sauver le climat, réduire les émissions? Écoutez, je ne le crois pas parce que je pense très profondément que ces phénomènes sont liés. Au fond, ce que l'humanité est en train de vivre avec le Covid-19, c'est la peur pour elle-même. Elle retrouve la valeur de l'humain et elle a peur pour elle-même. Et elle dit, et nous sommes en train de découvrir collectivement que personne n'hésite à faire des choix très brutaux, très profonds quand il s'agit de préserver des vies. Eh bien, il en est de même du risque climatique. Et je le dis avec beaucoup de force, pour beaucoup de pays développés, c'était pareil. Vous savez, les grandes pandémies avec des syndromes de détresse respiratoire aiguë de l'adulte, comme celle que nous sommes en train de vivre, elles paraissaient très loin, parce qu'elles s'arrêtaient à l'Asie. Le risque climatique, il paraît très loin, parce qu'il touche l'Afrique et l'Océanie. Quand ça vous arrive, réveil. Je dis à tous les pays développés, n'attendez pas le réveil climatique pour vivre ce qu'on est en train de vivre sur le plan sanitaire. Nous sommes en train de faire l'expérience de notre vulnérabilité. Donc on doit accélérer, y compris moi-même. Je porte ce sujet, mais je pense qu'on doit beaucoup plus profondément changer notre modèle pour avoir ce que j'ai appelé cette résilience, c'est-à-dire la capacité à dire comment on prévient un risque de forte canicule, une détérioration de la qualité de l'air, un bouleversement de notre biodiversité qui va changer nos vies. On a peur de quoi quand on attrape le Covid? On a peur d'étouffer. On a peur d'étouffer. Les gens qui ont le Covid, vous le dites, ils disent je sens plus très bien, je perds mon goût, j'ai un petit fièvre. Le premier jour, même quand c'est pas grave, mais ils ont peur que d'une chose. C'est ça d'ailleurs qui a un côté inavouable, qui peut créer de la panique, qui fait que les gens vont jusqu'à accepter de rester chez eux. Ils ont peur évidemment de mourir. On retrouve la peur de la mort qui avait quelque part qui avait quitté nos sociétés, parce qu'on pensait qu'on arriverait tel des Prométhées, on pensait qu'on était libéré de tout. Mais là, on a peur d'étouffer. Je crois que cette phobie, personne ne le dit en ces termes, mais elle est quand même là parce que c'est ce qu'il y a derrière. La peur d'étouffer, c'est la peur de mal respirer. On sortira de cette crise, les gens ne supporteront plus de respirer un air pollué. Vous allez voir. On pose une question plutôt personnelle. Est-ce que vous avez jamais imaginé que vous serez dans une situation pareille, que vous devriez gérer une crise pareille? Et qu'est-ce qu'elle change en vous, mais aussi dans la façon d'être président? Écoutez, d'abord, je ne m'étais rien imaginé. Parce que je m'en suis toujours remis au destin. Et au fond, c'est la chose la plus simple à faire. Et ensuite, il faut être disponible pour le destin. Et donc, moi, je suis dans un état de disponibilité pour agir. J'ai des convictions profondes sur ce qu'est mon pays, ce qu'est notre Europe, ce qu'est le cours du monde idéal à mes yeux, qui est fait de liberté, de coopération, d'entraide, d'amitié entre les peuples au sens profond du terme. Et après, je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et qu'il s'agisse du terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs,
Il faut la combattre quand elle arrive, avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. Il faut le faire en restant conforme à ses principes et n'en rien céder, mais en étant disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau. C'est aussi ça. Et donc voilà, j'ai des convictions. Je ne lâcherai jamais la liberté, les principes démocratiques et ce qui font nos peuples devant quoi que ce soit et quelque ennemi que ce soit. Et en même temps, je pense que ces moments-là sont ceux qui nous permettent aussi d'inventer peut-être quelque chose de nouveau pour notre humanité. Ce qu'on a dessiné au travers de cette discussion, c'est-à-dire un équilibre nouveau dans l'interdépendance des femmes et des hommes pour penser ce qu'est l'être au monde et qui est fait autour de l'éducation, de la santé et de l'environnement. Et donc je suis dans cet état d'esprit-là, prêt à me battre et à essayer à la fois de porter ce en quoi je crois et d'avoir cette part de disponibilité pour essayer de comprendre ce qui paraissait impensable. Et il faut avoir cette part de disponibilité, y compris intellectuelle, je dirais personnelle, aussi sensible, pour accepter l'événement tel qu'il arrive et pas le mettre dans une catégorie tout de suite, parce que je pense que nos peuples le vivent aussi très profondément. Et nous sommes tous en train de le vivre comme ça, donc il faut accepter que ça nous change, sans pouvoir tout dire sur ce que ça change en nous. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir il faut essayer d'avoir tout à la fois de l'humilité et de la détermination.